Bonjour à tous. Elle est la plus grande directrice française de la photographie, chef-op aussi comme on dit, même si elle n'aime pas ces mots. La liste des réalisateurs français ou étrangers qui font appel à elle est vertigineuse. Rivette, Ackerman, Godard, Doyon dans les années 80, Benoît Jacquot, Philippe Garrel, André Téchiné dans les années 90, José Dayan, Amos Guitaille ou encore Barbet Schroeder dans les années 2000. Elle a aussi accompagné Léos Carax pour son retour au cinéma il y a 2 ans avec Annette, soutenu Xavier Beauvois depuis son presque premier film. Sa vie est une histoire de cinéma, mais aussi une histoire d'amitié et de fidélité, comme on le verra. Caroline Champetier est aujourd'hui notre invitée. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Sacha Mattei, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère, avec Dali Yaha à la technique. Et bonjour Caroline Champetier. Bonjour. Bonjour et félicitations. Honorée de la Berlinale Camera au dernier festival du film de Berlin cette année, vous voilà aujourd'hui notre prix France Culture, notre prix Cinéma Consécration, prix qui vous sera remis demain à Cannes, aux côtés du lauréat du prix Cinéma des étudiants, dont nous tairons encore le nom. Il sera révélé demain à l'antenne, sur l'antenne de France Culture et sur les réseaux dits sociaux. Félicitations. Merci. Bienvenue dans le club très sélect des prix Cinéma Consécration. Oui, je suis à la fois honorée, un petit peu intimidée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'essaye de comprendre. Ce que ça signifie. Voilà. Eh bien, on comptait sur vous justement pour nous expliquer ce qu'était une ou un directeur de la photographie. Chef-op, alors vous n'aimez vraiment pas ce mot-là? C'est historique. Le chef opérateur, c'est le mot qui apparaît avec la nouvelle vague. Quand cette nouvelle vague commence à advenir au cinéma, réduit les équipes et ce que l'équipe image qui était composée d'un directeur de la photographie et d'un cadreur devient une seule personne. Et cette seule personne, on l'a appelée chef-op. Donc je trouve que ça beau que le terme reste à cet endroit-là de l'histoire de la fabrication des films. Et puis dans le mot directeur de la photographie, il y a photographie. Ça m'importe plus que tout. Et c'est vrai que le terme anglais cinématographeur est le plus juste parce qu'il dit exactement ce que nous faisons, c'est-à-dire écrire avec des images, c'est-à-dire en fait avoir un phrasé de l'image. Voilà, donc, parce que vous dites ce mot photographie, c'est celui qui m'importe le plus. C'est au contraire celui qui, moi, m'intrigue le plus. Parce que dans cette idée de directeur de la photographie, il y a cette notion de photo, c'est-à-dire d'image, mais aussi peut-être d'un moment figé. Alors que le cinéma, c'est quand même plusieurs images par seconde. C'est une autre idée du mouvement. C'est ça que je trouve étrange avec ce terme de directeur ou directrice de la photographie. Vous avez absolument raison. Mais c'est là où le terme anglais, et où les Anglais, très souvent, have the good word, quoi, parce qu'ils sont plus directs et plus précis. Le vrai terme, c'est direction du regard. Et on pourrait s'appeler directeur du regard. C'est magnifique. Ou directrice du regard. Vous êtes notre directrice de regard. Et alors, il y a dans tout ça un côté très technique dans le job. Et c'est vraiment ce qui vous a, semble-t-il, intéressé, vous, dès le départ, Caroline Champetier, vos études à l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS. C'était ce côté un peu mécano, bidouille de l'image. Non, de nouveau, c'est historique, c'est-à-dire que c'est les années 70. Je suis dans une école où il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Les filles sont plutôt dirigées vers le montage. On en était encore là. Et il y a quelque chose qui dans les outils, il y a quelque chose qui m'appelle et je dis, mais pourquoi les filles ne sont pas reliées aux outils ou liées aux outils comme il faudrait qu'elles le soient, voilà. Et je crois que c'est plutôt l'outil qui m'appelle, quoi. Et puis, j'ai ce raccourci qui n'est pas forcément... Aujourd'hui, peut-être que je fonctionnerais autrement, de me dire le vrai outil du cinéma, c'est la caméra. Mais pourquoi ? Parce qu'il était interdit aux femmes. Ou interdit, ou en tout cas qui n'était pas... aujourd'hui, ça serait peut-être l'argent, ça serait peut-être l'écriture, ça serait peut-être... vous voyez, les outils de cinéma, ils sont multiples.
Avec un esprit de contradiction quand même au départ, ce que vous disiez. L'envie d'aller là où on ne vous attendait pas forcément. L'envie de vous approprier un outil qui n'était pas dédié ou dévolu aux femmes à ce moment-là. Je suis une femme des années 70. Ouais. On va en revenir d'ailleurs dans quelques instants sur votre féminisme des années 70 à aujourd'hui. Mais juste ce métier, vous allez l'apprendre réellement sur le tas avec William Lubchansky à la fin des années 70. L'idée d'éclairer un visage, de trouver la bonne lumière qui va habiller un lieu. Quelle était sa méthode à lui? Qu'est-ce qu'il vous a transmis? Willy, c'était un grand maître de l'argentique. Willy, il avait un savoir-faire de pose, c'est-à-dire qu'il savait extrêmement bien doser et poser son négatif. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je travaille avec des étalonneurs, ils me disent à quel point sa pose était régulière, poser une image. Qui est un terme très technique en fait. Et sinon, c'était quelqu'un de baroque. Enfin, il avait un rapport coloré, contrasté à l'image. C'est un maître du contraste en fait. Je dois dire qu'après, c'est en voyant des films, et des films éclairés par d'autres directeurs de la photographie, comme Almendros, comme Rousselot, que ce rapport au visage... on ne peut pas dire que Lubchansky soit un portraitiste. C'était plutôt un créateur d'atmosphère. Le portrait au cinéma, c'est un peu une obsession. Et ça a été celle, sans doute d'Almendros, quoique certainement celle de Pierre Lhomme. Parce qu'il y a une espèce de contradiction dans la direction de la photographie. C'est d'éclairer à la fois des êtres, des visages, des corps et des décors. Et d'arriver à ce que quelque chose de cette contradiction soit vraiment prise dans le récit, quoi. Et ça, il faut l'incarner visuellement. Et les visages, le portrait, ça a été votre obsession à vous aussi? Oui, la peau. J'ai quelque chose La peau, pour moi, est une chose miraculeuse qui, dans toutes les périodes argentiques, c'est-à-dire les grandes périodes Kodak et Fuji, mais particulièrement Kodak, a été rendue avec une précision extraordinaire. Et d'ailleurs, on voit encore des films argentiques et on est surpris par la qualité du rendu des peaux. Donc oui, à partir de ce moment où j'ai compris que c'était là que mais c'est aussi un rapport à l'acteur, une façon de s'approcher de l'acteur par la chose qu'on partage avec lui, qui est sa peau. C'est une drôle de chose, hein, ça. Oui, ça pourrait être son regard, ça pourrait être aussi sa silhouette. Oui. Mais c'est ce grain de peau, et peut-être c'est votre passion. La peau et le regard, vous avez raison. Le regard, c'est essentiel. Votre passion pour la peinture qui vous a peut-être aussi amené à ça, cette idée du grain de peau. Il y a des grands peintres d'ailleurs, justement, de ces carnations, hein, cette manière de rendre la lumière sur les peaux. C'est-à-dire qu'à un certain... On comprend à un moment donné qu'en fait... Tout est médiation au cinéma. Et que éclairer un acteur, c'est faire que ce soit lui qui éclaire. Et donc, tout le travail, c'est cette espèce de transmission de force visuelle qui fait qu'en éclairant un regard, on sait que la scène prend forme, prend force. C'est ce qu'on appelle la lumière réfléchie, hein, la lumière qui tombe sur le personnage, sur la peau. C'est un trajet, quoi. C'est pas une chose directe, en fait, la photographie. Sur un tournage, on voit souvent le chef-op, on l'imagine comme étant l'un des bras droits ou le bras droit du réalisateur. On sait que le réalisateur noue souvent aussi une relation directe avec les acteurs de son film. Comment vous avez appris à tisser un lien avec les acteurs? Est-ce que ça vous a pris du temps avant d'intervenir peut-être directement auprès d'eux, de travailler directement avec eux? Je ne parle pas aux acteurs. Vous leur parlez pas? Je ne parle pas aux acteurs, très très peu. C'est le metteur en scène qui parle aux acteurs. Je les regarde et je crois que... Et vous les éclairez, ils doivent attendre beaucoup de vous quand même. Oui, mais je les regarde pour les éclairer. Et je crois que c'est le regard, et c'est ce regard qui peut les conforter et les amener à me rendre quelque chose de l'ordre du regard, de la question, etc. Oui, souvent un acteur regarde la personne qui est derrière la caméra à la fin de la prise. Mais ça ne passe pas par les mots.
Ce qui passe par les mots, c'est avec les autres collaborateurs, avec le metteur en scène. Avec un acteur, c'est quelque chose de très étrange, d'assez fusionnel, surtout quand le cadre est compliqué et qu'il faut le... Donc, et c'est une aventure à la fois étrange et très puissante, de savoir qu'un acteur vous sollicite sans évidemment vous le demander. Il n'y en a pas qui vous ont dit parfois, là... Caroline, tu m'as trop exposée, je suis surexposée ou sous-exposée, j'ai l'air fatiguée. Avec quelqu'un comme Isabelle Huppert, j'ai parfois eu des moments de discussion sur son image, oui. Vive discussion. Non, ça a l'air. Non, non, c'est pas vif. Huppert n'est pas quelqu'un de vif. Enfin, si, elle est vive. Elle est vive, mais elle n'est pas... Non, elle n'est jamais violente. Donc, non, il y a une forme de négociation, bien sûr. Mais tout est négociation, hein, aussi. C'est pas simple, un plateau de tournage. Non, on imagine. C'est beaucoup de circonvolutions humaines. Et une petite sociologie qui s'établit le temps d'un tournage aussi. Oui. Une petite société qui doit apprendre à faire dont connaissance. Il faut arriver à parler, dont les gens parlent beaucoup aujourd'hui, hein, puisque avec ces histoires de maltraitance, etc., c'est intéressant, oui. Vous les regardez de loin, toutes ces histoires, justement? Pas du tout. Je les regarde ça vous fait pas de revoir, loin. réviser aussi votre parcours, votre propre positionnement, à la fois comme directrice de la photographie, mais aussi comme femme sur un plateau pendant toutes ces années, avec beaucoup de réalisateurs hommes, mais c'était effectivement comme ça dans les années 70-80. Oui, j'ai commencé avec une femme. Hein. Chantal Akerman. La première à m'avoir intronisée, c'est quand même Chantal Akerman, et je lui en garde énormément de reconnaissance, et ça m'a placée aussi, hein, de ce côté-là, quoi. Oui, vous avez raison. Je crois que moi, j'ai l'impression que je suis mi-homme, mi-femme. Alors peut-être que cette partie mi-homme, elle me facilite la vie avec les hommes, pourquoi pas aussi avec les femmes, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai encaissées. Voilà, j'ai encaissé des choses, mais parce que le prix en valait la chandelle, quoi. Et j'ai beaucoup admiré ces hommes qui étaient parfois violents, parfois puissants, autoritaires, mais c'est étrange, je n'ai jamais senti ça contre moi. Et alors c'est une chose très particulière, mais ça revient à une chose d'enfance. Je me souviens d'un dessin que j'avais fait très jeune, et mon père, qui est architecte, que j'ai beaucoup admiré et auquel je pense que je dois beaucoup, ce rapport scopique au monde, quand il a vu ce que j'avais dessiné, a dit « c'est furieusement naturaliste ». Je sortais de l'enfance et peut-être que je perdais l'invention absolue des enfants avec le dessin. Et cette phrase qui était trop compliquée pour un enfant de 8 ans et en même temps pas sympathique, et en même temps, je me suis dit, il y a un truc là. Et finalement, je n'ai jamais... La colère des hommes ou les réflexions des hommes ou la distance des hommes dans le travail n'a jamais été quelque chose qui m'a blessée. Je suis plus blessée par les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment de sororité peut-être ou de... Oui, je me sens plus proche d'elle. Oui. Pour reparler d'Isabelle Huppert, si Isabelle Huppert n'est pas satisfaite de quelque chose, je serais peut-être plus inquiète que si un metteur en scène ou me dit quelque chose. Ça passe. Je sais pas comment je fais le torero, ou plutôt la torera, mais les femmes, ça m'inquiète plus. Et évidemment, ça a peut-être à voir avec la mère, je ne sais pas, hein, mais... Oui, c'est ce que vous disiez à l'instant en disant je ne le ressentais pas comme étant contre moi. Quand un homme pouvait s'emporter ou qu'il y avait une relation plus colérique ou plus tendue. Hein. Il y a peut-être aussi cette mise à distance qui se faisait et le sentiment que ce n'était pas quelque chose à comprendre personnellement. En revenant une fois sur vos engagements militants après 68, Caroline Champetier, vous avez dit « Je fais partie des féministes qui ont poussé la radicalité un peu loin ». Quelle est aujourd'hui pour vous la meilleure façon d'être féministe sur un tournage, dans le milieu, dans l'industrie du cinéma?
Oh là là, quelle question. Je peux éventuellement vous la faire en 2 temps. Est-ce que vous pensez que pour que les mentalités évoluent, est-ce que vous croyez, comme l'a dit récemment la ministre Rima Abdul Malak, est-ce que vous croyez davantage au pouvoir des films plutôt qu'aux tribunes? Elle a parlé de tribunes à l'emporte-pièce, mais plus globalement. Je crois au pouvoir du cinéma. Je crois que le cinéma est un extraordinaire lieu de regard du monde, de partage, d'intelligence. Donc oui, je crois à ça. Les tribunes, quand elles apparaissent et quand elles sont fortes, elles peuvent toujours m'émouvoir. Si vous voulez parler, par exemple, de la dernière en date, qui est celle d'Adèle Haenel. Oui, est-ce qu'elle a pour vous le mérite de la radicalité retrouvée? Elle est bouleversante. Et ce dont personne ne parle, en parlant de cette tribune, c'est qu'il s'agit d'une victime. Et qu'à partir de là, quelqu'un qui est passé par quelque chose qui l'a abîmé ou c'est différent que quelqu'un qui ne l'a pas été. Et donc, on ne peut qu'entendre ce qu'elle dit qu'à partir de cet état-là, et qu'elle ne veuille plus l'être, et qu'elle veuille construire un monde qui la protège, et que ce soit dans ce monde-là qu'elle agisse. Je dis bravo, et puis, à vrai dire, fais ce que tu veux. Je connais la dramaturge et metteuse en scène avec laquelle elle travaille, Gisèle Vienne, qui est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, Léos Carax et moi, au moment d'Annette. Nous sommes allés voir son spectacle sur la conférence des ventriloques avec des marionnettes, et c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui réfléchit le monde de façon exceptionnelle. Je comprends qu'on veuille se concentrer quand on approche des gens comme ça. Complètement. Et Gisèle Vienne, qui est aussi chorégraphe, elle a beaucoup réfléchi à cette question du corps de l'acteur, du corps des danseurs ou des danseuses. Et combien ce matériau, finalement, avec lequel travaille le cinéma, le théâtre, ou encore la danse, est fragile, et personnel, et intime, et il ne se manie pas sans qu'on y prête réellement attention. Elle questionne beaucoup aussi son propre regard sur le corps des acteurs, ou des actrices, ou des danseurs, ou des danseuses. Plus que beaucoup de cinéastes. Et je pense qu'elle a aujourd'hui un projet dont elle m'a parlé, qui est justement la façon dont le langage du corps explose dans cette périphérie urbaine qu'est la périphérie parisienne, et où on ne se rend pas compte le nombre de différents langages corporels qui sont en train d'émerger. France Culture, on est aujourd'hui en compagnie de la directrice de la photographie, Caroline Champetier. On vient de vous l'annoncer, elle vient d'obtenir le prix Cinéma Consécration France Culture 2023 et succède ainsi au cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa, qui a été le lauréat l'an passé, prix qui lui sera remis demain, samedi, à Cannes. On a beaucoup de plaisir à vous recevoir, d'autant que vous pratiquez ce métier si singulier qu'est la direction de la photographie. C'est un art pour vous d'ailleurs, un art de la maîtrise ou un art de la surprise? Ni l'un ni l'autre, je ne sais pas si c'est un art. Non, ce qui est un art, c'est le cinéma. Et c'est ce qu'on partage avec une équipe entière. J'ai l'impression de progresser de plus en plus dans ce mot étrange pour les Français, qui s'appelle la collaboration, c'est-à-dire travailler avec les autres. Et c'est ça que je trouve à la fois si puissant, si difficile avec le cinéma, c'est qu'on le fait à plusieurs. Voilà. On n'est pas seul à faire un film. C'est pour ça que quand quelques-unes ou quelques-uns parlent de films comme s'ils l'avaient fabriqué seuls, pour moi, c'est toujours une chose très, très étrange. Parce que c'est ça la force du cinéma. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une société choisie. C'est une démocratie ou tyrannie choisie. Et c'est avec ça qu'on travaille. Et quand vous regardez les films des autres, on imagine que peut-être du coup vous ne voyez pas que la lumière. Vous regardez l'ensemble comme un tableau. C'est ce que racontait Lubchansky, dont on parlait tout à l'heure, quand il a été, lui, le chef-op, membre du jury du Festival de Cannes en 1993.
Moi, je pense que dans un film, c'est pas vraiment une loi, mais ça se tient. Je veux dire que c'est assez rare de voir une photo qui soit, disons, déficiente, comme vous le dites, qui soit attachée à un film intéressant. Je pense qu'il se forme un tout. Bon, il se peut très bien que ce soit une photo qui colle avec le film, et qui soit pas forcément une très belle photo, mais si c'est la photo qui colle avec le film, il n'y a aucun problème. Et effectivement, bon, certains films, je trouve la photo superbe. Et ça marche très bien avec le film. D'autres films, je trouve une très belle photo qui ne marche pas avec le film. Donc, à mon avis, c'est une erreur qui est aussi importante. Et puis, il y a des films qui ne sont pas intéressants et qui ont des photos qui ne sont pas intéressantes. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Où est-ce que votre regard se dirige quand vous regardez les films des autres, des films sur lesquels vous n'avez pas travaillé? Et vous avez été, comme lui, à un moment, membre du jury de la Caméra d'Or à Cannes. C'est les premiers films, C'est les premiers films, en 98. Oui. Vous ne regardez que la lumière ou vous vous laissez emporter par Non, le évidemment que c'est le film. Évidemment que c'est le film. Par contre, si je commence à m'ennuyer, si je commence à regarder trop ce qu'on appelle la lumière, là... C'est pas bon signe. C'est pas mon signe. Un art de la lumière. Qu'est-ce qu'une bonne lumière? Là, dans ce studio, par exemple, vous la jugez comment? Elle est bien, la lumière? On a réussi? Non, il ne fallait pas en parler, me dit-on. Elle n'est pas terrible. On pourrait adoucir un petit peu les projecteurs, voilà. Mais en même temps, voilà, ça crée un espace. Une lumière, c'est quelque chose qui crée l'espace. Vous composez toujours avec le réel, pour le cadre, pour la lumière, ou vous vous autorisez à considérer que la lumière peut aussi être un artifice de cinéma, qu'on peut la créer pour l'occasion? Bien sûr. Bon, déjà, on n'est pas toujours en lumière naturelle, on peut être en studio. Et quand on est en studio, comme ici, on part du noir, et là, on crée tout. Et puis, bien sûr que la lumière doit venir... C'est spirituel, en fait, la lumière. Lubchansky parlait là, mais c'était à la fois totalement juste. Et peut-être que le niveau au-dessus, c'est de dire que quand la lumière arrive à un niveau d'expression ou dans le film, ça remonte quelque chose. Là, c'est que quelque chose de spirituel se passe. C'est pas un outil, la lumière. Tout peut être un outil au cinéma. La caméra, le cadre, le format. La lumière, c'est autre chose. Pour cette nouvelle édition du Festival de Cannes, Caroline Champetier, le film du réalisateur cinéaste chinois Wang Bing, pour la première fois en compétition, a été présenté hier de mémoire. Jeunesse, le printemps, c'est une chronique de la vie quotidienne des ouvriers des ateliers de textile, entre travail et amour, parce qu'ils sont souvent très jeunes, ces ouvriers. Alors il y a eu des conditions de tournage, on imagine, assez particulières, puisqu'il est allé filmer directement en Chine. C'est un documentaire de 3 heures, 3 heures et demie, mais c'est rien. Il faut se souvenir que Wang Bing fait partie, avec Frédéric Wiseman, des cinéastes du temps long. L'un de ses premiers films documentaires, À l'ouest des rails, sorti en 2002, raconte la vie des travailleurs chinois en plus de 9 heures, 551 minutes de film. Mais depuis Lanzmann et Shoah, vous étiez à ce moment-là assistant aussi, vous avez travaillé un peu sur ce projet. On imagine que plus rien ne vous effraie sur la longueur des films et sur ce temps long que certains cinéastes décident d'adopter. Je vous parle de Wang Bing parce que vous avez récemment collaboré avec lui pour un autre film, Man in Black, qui sera présenté en sélection spéciale à Cannes. Comment ça s'est passé ? C'est très intimidant parce que on sent quelque chose de puissant qui le pousse, qui le porte, et il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots parce que je ne parle pas chinois, il ne parle pas. Et en plus, il y a quelque chose qui ne divulgue pas. Donc il était très arrêté sur le lieu, qui était les Bouffes du Nord, trop cher, mais on y est revenu. Qui est une salle de spectacle à Paris, un grand théâtre parisien, Peter Brook, toute cette aventure-là. Oui, et surtout avec un rouge qui pourrait se rapprocher du rouge de la Cité Interdite. Et il voulait filmer là un immense musicien chinois qui a été dans les camps pour droitiers, qui a été torturé, et dont il voulait justement filmer la peau, et dont il voulait qu'il soit nu. Donc il y avait quelque chose, vous voyez, c'était comme des éléments épars qu'il fallait arriver à réunir dans ce que j'appelle le plan, parce que l'atome du film, c'est le plan, et c'est ce qu'on a fait, et la chose est assez sidérante. Voilà.
Et il sera présenté là. Ce film, vous avez travaillé aussi avec des cinéastes, des metteurs en scène japonais. Je pense notamment à Naomi Kawase ou d'autres. Nobuhiro Suwa, oui. Suwa, ouais, exactement aussi. Là, on quitte la Chine avec Wang Wing pour aller plutôt vers le Japon. Mais qu'est-ce que ces collaborations avec des regards, avec des sensibilités, avec des cultures aussi de l'image qui sont quand même différentes, vous ont apporté? Parce qu'on vous a longtemps vu comme la chef-op du cinéma français. Nobuhiro Suwa, il m'a immensément apporté parce que c'est aussi la culture japonaise, c'est-à-dire que il n'y a pas de jeu au Japon et du coup justement la fabrication d'un film, il dit c'est comme un grand trou où chacun apporte quelque chose. Donc là-dessus, il m'a énormément apporté Nobuhiro. Et puis il fait ce travail assez impressionnant avec l'improvisation qui fait que ça modifie beaucoup quand même la construction des plans et le rapport qu'on a aux acteurs. Est-ce que le cinéma, c'est aussi une affaire de génération? Vous qui avez commencé dans les années 70, évolué avec une autre génération de cinéastes dans les années 80-90, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la nouvelle génération travaille très différemment de ses prédécesseurs? C'est pas une affaire de génération, ou alors c'est une génération des outils. C'est les outils qui font évoluer le cinéma. C'est des caméras de plus en plus légères, de plus en plus sensibles, etc. Après, ce qui est très mystérieux, c'est que quand il y a du cinéma, les gens qui aiment le cinéma savent où il est, quoi. Aujourd'hui, il y a tellement de films, il y a tellement que parfois, il disparaît dans la quantité, quoi. Mais quand il se manifeste, c'est plus une affaire de génération. Et quand est-ce qu'il s'est manifesté la dernière fois pour vous? La dernière fois, vous avez dit, là, il y a du cinéma. Alors, j'ai vu un film cet automne que j'ai trouvé magnifique, qui était le film de Clément Cogitor, Goutte d'or. Et là, il y avait vraiment du cinéma. À quoi ça tient? C'est très mystérieux. Il me faudrait du temps pour l'expliquer. Mais justement, un rapport entre la caméra, l'acteur, l'espace imaginaire et ce petit glissement qu'il y a du réel à oui, la fiction, l'imaginaire qui m'a vraiment emporté. Et vous avez souvent aussi cité Justine Triet, qui sera, rappelons-le, cette année dans la sélection officielle aussi du Festival de Cannes pour son dernier film, Anatomie d'une chute. Elle figure parmi les 21 films en compétition. Merci mille fois à vous, Caroline Champetier, d'avoir accepté de passer par le studio du Club pour venir fêter avec nous ce prix cinéma consécration que France Culture vous remettra demain en main propre à Cannes. Merci beaucoup. Merci.